Nous avons décidé de partir à la rencontre de ceux qui s'investissent publiquement dans le monde du transport. Ils l'ont vu changer, évoluer, se transformer, et ils vont nous partager leurs visions et leurs engagements. Bienvenue dans Regard sur le transport, un podcast Volvo Trucks France. Nos deux premiers invités de ce podcast sont tous les deux journalistes, essayeurs. Fabien Calvet, qui est aussi vice-président du jury Truck of the Year, et Étienne Bayon, qui est aussi enseignant de conduite sur route et journaliste essayeur pour Transport Info. Bonjour à tous les deux. Bonjour Marie. La route, vous la connaissez bien, puisque vous êtes également tous les deux conducteurs, en plus de vos responsabilités et de vos casquettes de journalistes. Le métier de conducteur fait face à une lourde problématique depuis plusieurs années. On assiste à une pénurie de conducteurs routiers. Et d'après une récente étude de l'Union TLF, il pourrait manquer 60 000 conducteurs d'ici 10 ans. Alors il faut dire que pour certains, être conducteur, c'est le pire métier du monde et pour d'autres, c'est le plus beau. Alors dans notre podcast, un truc à vous dire que vous connaissez peut-être et qui compte maintenant plus d'une vingtaine d'épisodes, on a l'habitude de partir à la rencontre des conducteurs routiers. Ce qui nous frappe à chaque fois, c'est la passion qui les anime. Alors je vous propose d'écouter pour commencer ce podcast Eddy et sa maman. Eddy, peut-être que vous le connaissez tous les deux. Oui, sur les réseaux, voilà, on le connaît comme l'homme au camion vert. Et puis on écoutera aussi Christian, qui est chauffeur porte-voiture. Il a 45 ans et il a fait ses premiers pas dans le métier de conducteur après une reconversion professionnelle il y a quelques mois. On l'a rencontré sur une aire d'autoroute au détour d'un tournage. Il nous a vu galérer pas mal de fois et il savait très bien que de se lancer dans le transport, c'est pas la poule aux œufs d'or. Donc après il m'a dit, maman, tant que je sortirai le matin de chez moi, que je me mettrai derrière mon volant et que pour moi ce sera du bonheur de rouler, je continuerai comme ça. Je suis content d'aller travailler. Je m'autogère, je gère mes clients, je gère mon travail, je gère tout de A à Z, donc en fait c'est vraiment le top. Et quand on se lève et qu'on va voir des gens et qu'on est content de bosser, on peut se lever. Moi je peux me lever à minuit, à 2h, je m'en fiche. Ce qui me plaît dans mon métier, oh là là, il y a plein de choses qui me plaisent. J'ai un super bureau, déjà pour commencer. Je vois le soleil qui se couche, je vois le soleil qui se lève, je vois des gens, je discute avec pas mal de monde. Le métier en lui-même, il est sympa. On voit des véhicules, on charge des véhicules, on se creuse la tête. Et puis la conduite. Conduire, c'est génial, quoi. Y a pas de mots, quoi. Voilà, on n'a pas fait exprès, on n'a pas réussi à obtenir de témoignages négatifs sur le métier de conducteur. Je suis sûre qu'il y en a, mais on n'a pas réussi à en diffuser maintenant. D'ailleurs, je te vois sourire, Étienne, là-dessus. Ouais, bonne pioche, là. Oui, c'est vrai qu'on a eu une bonne pioche. On a eu des passionnés qui nous ont transmis les raisons pour lesquelles ils aiment ce métier. Vous avez aussi d'autres sons de cloche, tous les deux ? Il y a d'autres sons de cloche, mais je dirais heureusement qu'il y a encore un peu de passion, parce que alors c'est vrai que c'est pas toujours facile, ou en tout cas il y a certaines corporations dans le métier qui sont plus ou moins faciles, et évidemment si tu fais du régional, du national, de l'international, tu es un peu à différentes enseignes, mais ce qui est sûr, heureusement que ça reste la base, cette passion du métier, comme le conducteur le disait très justement, tu as la chance souvent d'être dans des paysages extraordinaires, d'être assez libre, même si tu as beaucoup plus de contraintes qu'à une certaine époque. Tu as une certaine forme de liberté, tu vas pas au bureau tous les matins à 8h, tu en ressors à midi, etc. C'est moins routinier que certains jobs. Maintenant, il y a d'autres inconvénients dont on parlera sûrement. Et la passion, du coup, elle est indispensable pour faire ce métier, selon vous ? Alors moi, je dirais non. Non, parce que par rapport au profil que je rencontre, moi, il y a le vrai passionné, donc lui, pour lui, c'est réglé. Hein, c'est le cas. Eddy, je le connais pas personnellement, je le connais par les réseaux et par personnes interposées. C'est comme les agriculteurs. Quand ils sont passionnés, ils savent que c'est difficile, mais ils le font quand même parce que c'est leur vie. Oui, c'est vraiment ce que sa maman lui dit. Hein. Nous, on a galéré quand même. Il l'a vu, il savait, voilà, mais il y va quand même. Mais il y va quand même parce que c'est ce qui lui plaît et il sait que ça lui plaît et il continue. Après, il y a aussi d'autres gens qui rentrent dans le métier. Moi, je rencontre par mes élèves des gens qui sont a priori pas vraiment passionnés par ce métier et qui restent, et parfois qui restent plus longtemps que les fameux passionnés, qui découvrent ce métier et comme le disait le conducteur de porte-voiture, ils découvrent ce qu'est le métier. Parce qu'on parle beaucoup des inconvénients du métier, mais en fait, ce métier, il est formidable. C'est tous les intermédiaires qui gravitent autour de ce métier qui ont tendance un peu à le pourrir. Les expéditeurs à destinataire, les conditions de circulation. Mais le métier en lui-même, quand le camion il roule, vous ne trouverez pas un conducteur qui vous dit « j'en ai marre de conduire, j'aime pas conduire ». Tout ce qu'ils n'aiment pas, c'est tout ce qu'il y a autour de la conduite. Et quand ils parlent du bureau, forcément derrière un pare-brise, on voit le soleil se lever, on voit le soleil se coucher, on voit des paysages, même si on n'a pas le temps de s'arrêter. Ça reste un métier captivant et
c'est beaucoup plus facile de faire 4 heures de conduite que 4 heures avec une pelle ou une pioche, par exemple. Alors lui justement, Christian, qu'on a écouté, il s'est reconverti à 45 ans pour devenir conducteur. Vous en connaissez beaucoup, des gens qui changent de vie professionnelle pour passer côté camion? J'ai un conducteur chez moi qui est comme ça, et c'est même le meilleur. C'est même celui qui est, comme dit Étienne, il est pas forcément, enfin à la base, il n'était pas forcément passionné, et il travaillait dans la radio. Tu vois, il était réalisateur sur Sud Radio, tu vois, donc c'est quand même le grand écart. Opposé, oui. Ouais, voilà, et il rêvait. Alors quelque part, oui, il avait eu son permis poids lourd à l'armée. Donc après, quand on a commencé à travailler ensemble, il était chez moi et il conduisait des poids lourds. Il m'a dit j'aimerais bien passer mon super lourd. Donc il a passé le super lourd et aujourd'hui il fait de l'inter. Il part des fois 3-4 semaines et il a 60 ans. Donc je veux dire, c'est vraiment le meilleur exemple. Et aujourd'hui, je pense que comme Étienne le disait, il n'était pas passionné à la base. Le camion, c'était pas forcément son truc. Et aujourd'hui, il adore et il aime son métier. Je dirais qu'il a découvert la passion de son métier. Donc oui, ça existe. Aujourd'hui, Étienne le disait très justement, quand tu es derrière ton volant, que tu roules, que tu découvres des paysages, quel que soit, tout va bien. Tout va bien. Maintenant, quand tu attends 4 heures avant de charger, quand on te traite comme un chien, parce qu'aujourd'hui, si on dit on ne trouve plus de conducteurs, il faut peut-être se poser les vraies questions. Commençons à considérer, à donner envie aux gens de faire ce métier, mais une fois qu'ils sont dedans, essayer de les conserver, parce que c'est bien beau d'attirer du monde, etc. La plupart, une fois qu'ils ont fait 6 mois et que dans les centrales d'achat, etc., tu te fais traiter comme un chien ou que tu es sur un parking, que tu n'as pas des conditions d'hygiène dignes de ce nom, parce que, pour X raisons, peut-être les gens, comme disait Étienne, ils quittent le métier, quoi, ils font autre chose. Ouais, c'est ce qui les fait, souvent abandonner. Ouais. Et pourquoi, selon vous, est-ce qu'on arrivera à des chiffres comme ceci, 60 000 conducteurs qui pourraient manquer d'ici 10 ans? C'est pas, pour eux, ils manqueront. Ça, c'est mathématique. Ça, c'est un problème d'armée. Avant, on faisait l'armée. Les garçons faisaient l'armée et ils passaient souvent leur permis. Et ça a découlé sur énormément d'embauches qui n'étaient pas forcément destinées à devenir routier, mais à l'époque, tu avais ton permis, tu sortais de l'armée, tu avais un boulot. Et il y a eu beaucoup de gens qui, suite à l'armée, sont devenus conducteurs routiers. Et avec la suppression de l'armée, il y aura un trou mathématique. Et Étienne est bien placé pour le savoir, puisqu'il est dans la formation professionnelle. Il n'y aura pas assez de monde, ça c'est sûr. Alors, pardon Fabien, mais moi, ce que je vais dire, c'est peut-être une surprise, parce que c'est un discours qu'on entend, et beaucoup nous le disent. L'armée fournissait des conducteurs. Oui, c'est vrai. Mais je me suis penché un peu sur les chiffres. Donc les baromètres du transport, là, c'est 2022. Donc c'est pas très vieux, c'est le ministère de l'écologie qui les a publiés, les données sociales. En France, on a délivré 42 000 permis poids lourds en une année. Ça veut dire que depuis 10 ans au moins, on a délivré largement de quoi couvrir la pénurie. Et donc il y a 2 problèmes qui se posent. L'armée, effectivement, ne fournit plus, mais l'offre de formation, elle existe, elle est conséquente. Et malgré ça, la pénurie subsiste. Nous, rien qu'à l'éducation nationale, donc il y a 61 lycées, ça représente 1002. Là, c'est les chiffres de 2024, le bac pro de l'année passée. On a délivré 2000 à 1260, par contre, bac pro. D'accord, 1260. C'est une goutte d'eau par rapport à la formation professionnelle. Mais 42 000 permis en une année, ça devrait couvrir tous les besoins. Sauf que il faut le dire, beaucoup passent leur permis, ils ne vont pas plus loin. Ou commencent dans le métier, comme disait Fabien, et n'y restent pas. Alors justement, on va écouter ce que la jeune génération en pense de ce métier, de sa vision. On est allé poser la question à des jeunes, Enzo, Marc, Emma et Leandro. Ils suivent tous les 4 une formation conducteur de transport routier de marchandises en CAP ou en bac pro. C'est à Coulommiers. On les écoute et puis on en parle juste après. Moi, je compte plus tard faire du régional pour pouvoir rentrer le soir, voir ma famille et pouvoir avoir quand même un lien avec ma famille plus tard, j'espère. Et rentrer le soir. Alors j'aime bien l'indépendance, voyager, j'ai toujours été passionné par les camions depuis tout petit. J'aimerais partir la semaine, du lundi au vendredi, et rester avec la famille, les amis pendant le week-end. Mes parents, ils m'ont suivi dans cette démarche. Mon père étant chauffeur poids lourd, lui m'a poussé pour que j'y aille. Ma mère, elle, du moment que je fais quelque chose qui me plaît, elle s'en fiche. Après, ma famille, ça a été les préjugés. Donc c'est un métier d'homme, t'es toute fine, t'y arriveras pas. Et mes amis, pareil, un peu étonnés que je fasse ça parce que je suis plus quelqu'un qui est vendeuse pour eux que être dans le poids lourd. Alors moi je souhaiterais rentrer le soir, donc pas de découcher pour privilégier ma vie personnelle à la vie professionnelle. Il y a un peu de tout dans les visions du métier. Il y en a qui veulent partir, qui aiment la vie solitaire, d'autres qui veulent justement privilégier vie de famille à la vie professionnelle.
Ça, c'est des visions qui ont changé du métier par rapport à celui que vous avez connu? Moi, je dirais qu'il y a autant de profils que de conducteurs. Ils ont tous des aspirations différentes. On n'a pas entendu le mot aventure là, dans les 4 profils. L'aventure, c'est terminé. Donc, ils le savent. Nous, on était bercés avec les récits du Moyen-Orient. Moi, je suis rentré dans ce métier parce que j'espérais le faire. Pas de chance, je suis né trop tard, c'était terminé. Nous, on voulait faire ce métier pour l'aventure. Aujourd'hui, l'aventure, c'est fini. Mais c'est vrai que ce qui a changé, et moi je le constate avec mes jeunes aussi, c'est qu'ils veulent rentrer tous les soirs. Oui. Parce qu'aujourd'hui, la vie fait qu'il y a des loisirs, il y a un contact, il y a une sociabilité qui est développée. Le conducteur solitaire qui veut faire de grands voyages, il existe encore, il y a quelques jeunes, mais ce n'est pas la majorité. Aujourd'hui, la majorité, ils veulent rentrer tous les soirs. Ouais. On a entendu, voilà, il y en a un qui a envie de partir à la semaine, mais c'est vrai que la plupart ont envie d'un équilibre vie pro, vie perso, qui est un petit peu dans l'air du temps, cette notion-là. C'est-à-dire que tu te coupes, quand tu pars à la semaine, voire à l'inter, peut-être découcher, même sortir les week-ends, etc., tu te coupes de tes amis, puisque tu n'as pas le même rythme de vie que tes amis, et en l'occurrence, quand ils sont jeunes, de leurs petites amis ou petits amis, ces difficultés dans le couple, ou en tout cas dans la formation d'un couple quand ils sont jeunes. Ça met un frein. Oui. Voilà, ça met de toute façon un frein, alors que ce soit garçon ou fille, d'ailleurs, parce que c'est valable dans les deux sens. Et donc, évidemment, si tu as envie de garder ça, tu vas plutôt avoir tendance à vouloir rentrer tous les soirs à faire du régional. L'international, l'aventure dont parle Étienne, elle n'existe plus déjà parce qu'il n'y a plus de sociétés françaises, enfin plus beaucoup de sociétés françaises qui font ça, puisqu'on n'est pas compétitif à l'échelon européen pour partir sur les longs trajets. Et moi, j'ai encore connu, quand j'étais jeune, des trajets où on allait livrer en Suède ou des trucs comme ça. Tu partais de Perpignan, tu allais en Suède, tu allais en Finlande, tu prenais des bateaux. Alors oui, il y avait... Et puis il y avait encore les douanes. Voilà, il y avait les douanes, il y avait tout ça. Donc tu partais où les pays de l'Est. Les pays de l'Est, au début, c'était l'aventure. Tu allais en République tchèque, waouh. Alors que tu vois, mon chauffeur, la semaine dernière, il part le lundi, le mardi soir, il est en République tchèque, il recharge, et le vendredi, il est à Toulouse. Ça se fait relativement facile. Mais donc cette aventure-là, elle n'existe plus. Mais il y a tout simplement le mot aventure dans le transport qui n'existe plus parce que tout est planifié. Tu sais qu'à telle heure tu dois être là. Alors qu'avant, tu partais, mais tu ne savais pas forcément trop quand tu rentrais. Parce que quand tu restais 2 jours en douane, comme dit Étienne, et c'est arrivé, et on allait en douane, ne serait-ce que pour aller en Espagne. Il fallait faire tes papiers pour passer en Espagne. Tu t'arrêtais au Pertus. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas si loin que ça finalement, cette époque-là. Voilà, nous on l'a connu. C'était 92 les premiers, 93, et puis ensuite 95 l'Autriche, et puis le reste, donc elles ont disparu. Mais oui, aujourd'hui, aller à Barcelone ou aller à Milan, pour nous ici au départ de Lyon, c'est du régional. C'est comme aller à Paris. On garde l'autoroute jusqu'au bout, prochaine sortie on sort, deuxième rond-point à droite et on est arrivé et terminé. Voilà. Nous aujourd'hui, de Toulouse, faire du Barcelone, c'est du régional. C'est du régional. Le gars, il part le matin, entre le soir. C'est du régional. Ça passe à la journée. Quand même. Et ces jeunes qui ont envie de coupler à la fois leur vie pro et leur vie perso, est-ce que c'est possible avec ce métier-là, le métier de conducteur ? Dans certains jobs, oui. Ils y arrivent de plus en plus. Les entreprises s'adaptent aussi, il faut le dire. Alors, on ne va pas jouer les vieux loups de mer, mais moi, quand j'ai commencé, il ne fallait pas avoir mal aux dents, par exemple. Mal aux dents, tant pis, il fallait attendre la fin de la semaine pour revenir. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout ça. Aujourd'hui, ils arrivent à planifier leur cours de guitare à 18h le mardi, pratiquement, j'exagère. Hein. Mais on en parlait tout à l'heure. Les jeunes, moi je parle beaucoup des jeunes puisque je les côtoie, ils vont tous à la salle de sport. Donc, même en camion, c'est ce qu'on disait, ils s'abonnent à des franchises nationales. Et le soir, ils vont faire 1 heure, 2 heures à la salle. D'abord, il y a aussi les douches. Le problème de l'hygiène, on va sûrement en parler. Oui, on va en parler un petit peu. Voilà, ils veulent avoir un rythme de vie qui correspond au rythme de vie de leur génération, quoi. Donc, attendre des heures dans un camion, ça reste une cabine et quelque part une cellule, quoi. Donc, ils sortent de ça, quoi, en dehors du boulot. Donc on sent que le métier est en train d'évoluer vers plus on va dire, d'équilibre entre la vie en dehors du camion et la vie dans le camion. Oui, et puis je pense que, comme disait Étienne, les entreprises se sont adaptées aussi à cette nouvelle logistique, en tout cas à cette nouvelle obligation de logistique. Parce que, par exemple, il y a beaucoup de sociétés qui font des lignes, des relais, des choses comme ça, pour pouvoir rentrer dans les heures, et pas forcément juste lié au conducteur, mais juste lié à optimiser le rendement du camion, de toute façon à l'utiliser le plus possible. Donc tout ça a quand même énormément évolué. Et puis avant, honnêtement, si tu voulais aller manger avec
avec un copain, tu faisais 20 bornes de détour, personne ne disait rien. Alors qu'aujourd'hui, 500 mètres de détour, c'est déjà plus possible, quoi. T'es suivi, t'as un GPS, t'as machin, et puis t'as des timings qui sont minutés. C'est très, très, très strict. Donc ça t'oblige à rentrer dans un moule, disons, et de rester dans ce moule. Oui, parce que alors justement, garder du lien, créer du contact et de la solidarité entre conducteurs, comme c'est un métier très solitaire, c'est important d'avoir des lieux de vie, des lieux d'échange, des lieux de rencontre. Notamment les routiers ont été, on va dire, les porte-drapeaux de ces valeurs-là pour les conducteurs. Alors ça a été vrai, c'était vrai très très longtemps. C'est plus trop vrai. Aujourd'hui, ils sont plutôt connectés via leur téléphone, via les applis. Et aujourd'hui, les véhicules, ils ont un système audio qui fait qu'en conférence, ils discutent à plusieurs. Ils sont constamment connectés, en fait. Ils sont plus jamais seuls dans leur cabine. Ils sont constamment en contact avec des gens par téléphone. Moi, je connais qui font toute la journée. Qui font des lignes de nuit, par exemple. Et avant, on avait la CB, vous savez, on parlait à la station. Voilà, on se parlait d'un à l'autre. Et aujourd'hui, comme dit Étienne, ils sont connectés en conférence par téléphone et ils restent la nuit branchés à se parler d'un camion à l'autre, alors qu'ils soient à côté ou pas, et ils se parlent, ils se machin, et hop, ils se croisent. Enfin, il y a une autre communauté qui se fait. Après, maintenant, l'histoire des restaurants routiers. Bon, les restaurants routiers, aujourd'hui, c'est plus pour les bobos qui viennent manger. On voit des émissions sur TF1, là. Oui, à l'Escale, ils font plus de repas. Justement, on allait écouter un extrait d'un reportage qu'on a tourné à l'Escale. Il va falloir changer. Enfin, moi, j'ai rien contre l'Escale, hein, c'est très bien, mais ça fait 10 ans qu'on nous fait des reportages sur l'Escale, c'est vrai. Est-ce qu'on l'écoute alors? Vous voulez l'écouter? Oui, bien sûr. Quand même. Allez. Passer du bon temps le soir, se retrouver et puis discuter, quoi. Discuter, manger, boire un coup, puis prendre une bonne douche. Vous savez, ça fait 40 ans qu'on est sur la route. Je suis sur la route, donc je connais toujours quelqu'un, quoi. Ici, il y a toujours quelqu'un... Il y a toujours une connaissance ça permet de décompresser un peu, quand même. On boit un apéritif, on mange, et après une bonne nuit de repos pour repartir demain matin. Et vous retrouvez toujours des collègues ici? Ouais, même ceux qu'on ne veut pas voir. Oui, voilà, on sent quand même qu'il y a une bonne ambiance. Il y a une bonne ambiance, mais à la voix, c'est pas des jeunes. Non, je confirme, parce que c'est moi qui les ai rencontrés. Ils ne sont pas vieux non plus. Non, mais c'est pas des vieux, mais c'est pas la nouvelle génération dont parlait Étienne. C'est-à-dire, je pense qu'on peut sectoriser. Tu dis de 20 à 30, de 30 à 50 et au-delà de 50. C'est à peu près les fourchettes de génération. Et c'est vrai que, alors, ils l'ont dit très justement, tu trouves des connaissances, parce que souvent, c'est des gens qui font un peu le même itinéraire, donc ils savent que le mardi soir, ils vont aller dormir là, le mercredi, ils seront là, et donc on se retrouve, on peut y trouver des potes ou des moins potes, mais en tout cas il y a une certaine habitude. Alors les relais emblématiques comme l'Escale, c'est vrai que tu peux arriver à minuit, tu manges, etc. Donc c'est vrai que c'est une figure et on repart. Et heureusement qu'elle existe. Voilà, et heureusement qu'elle existe. Maintenant, c'est vrai que ces restaurants-là, ces restaurants-là ont eu aussi l'intelligence de s'adapter par rapport à l'offre et la demande. Et aujourd'hui, pourquoi ils ouvrent, par exemple, si tu y vas le midi, il y a très peu de conducteurs qui mangent. C'est plutôt l'autre côté où tu as un resto où tout le monde vient, alors que ce soit les gens du coin ou des gens de passage, parce que c'est mythique, mais parce qu'il y a aussi de moins en moins de conducteurs qui sont capables de manger au restaurant midi et soir. S'ils y mangent le soir, déjà par jour, c'est peut-être qu'une seule fois au resto, tout simplement parce qu'il y a le pouvoir d'achat dont on parle peu. Aujourd'hui, un conducteur routier, il n'est pas milliardaire, hein, il est payé 12 € de l'heure. Même une femme de ménage, elle est mieux payée. Donc, je veux dire, à un moment, et il n'y a rien de dégradant. 12,43. Voilà, 12,43, mais 12 € de l'heure. Alors, évidemment, tu sors un salaire décent, mais parce que tu fais 200 heures derrière. Donc, évidemment, il y a tout ça. Donc, manger au restaurant, ça a un coût. Prendre une douche, ça a un coût. Et tout ça, on oublie de le dire. Et ça aussi, c'est peut-être des freins à l'arrivée de nouveaux conducteurs. Parce qu'à un moment... moins envie de discuter aussi. Il y a une promiscuité qui n'est pas toujours... Il le dit d'ailleurs, hein, des gens qu'on ne veut pas voir, c'est un peu la roulette russe, le resto. Hein. C'est pas sur qui on va tomber. Parfois, les discussions, elles sont très élevées. On sort un peu de l'univers du camion. Il y a des gens qui sont très ouverts et drôles. Et parfois, on tombe aussi sur des gens qui ne racontent que leur journée, avec un discours un peu toujours le même. Enfin, on a envie de passer à autre chose. Alors, s'ils viennent manger à l'Escale, c'est que le plus souvent, ils viennent profiter des sanitaires, des douches, et aussi de passer la nuit sur le parking de l'Escale à Châteauroux, qui le permet. C'est un parking qui est sécurisé, avec des barrières, etc. Alors, justement, il y a une réalité autour du trajet de nuit, et surtout, en fait, de passer la nuit dans son camion et de dormir dedans. Alors, il y a la sécurité qui revient
revient un petit peu en fond sur cette problématique de dormir dans son camion la nuit. On va écouter le témoignage de Xavier. Il a 27 ans, il a passé 27 ans dans l'armée. On en parlait un petit peu avec toi tout à l'heure, Fabien. Il est devenu depuis conducteur de camion. Ça fait maintenant 8 ans qu'il roule. Il a vécu un événement un peu traumatisant dans sa vie. Il nous le raconte. On va l'écouter. Moi, il y a quelques années, j'ai été agressé sur une aire d'autoroute à l'aire de Bourgoin-Jallieu. Ça date en 2019, juste avant le confinement. On était en train de me voler dans la remorque. Je suis descendu et on m'a fracassé à l'arrière de la remorque. J'ai été hospitalisé. J'ai eu la mâchoire déplacée avec des fractures au niveau de l'œil et de la pommette. Et ma mâchoire, j'ai mis presque 4-5 mois à la récupérer. C'est pour ça maintenant, je fais hyper attention et maintenant je descends plus de mon camion. Si je me fais voler la nuit, je ne vais pas mettre ma vie en danger pour une remorque. Ça, c'est malheureusement une réalité. Moi, j'ai des conducteurs qui l'ont vécu, se faire siphonner le gasoil, se faire ouvrir les remorques, etc. Ça, c'est malheureusement une réalité. Et c'est vrai que les parkings sécurisés, gardés, moi, j'y viens de plus en plus. Et c'est vrai que même mes conducteurs, je les incite à, dès qu'ils le peuvent, aller sur ce genre d'endroit-là. Par exemple, il y a une zone, nous, dans le sud de la France, qui craint, c'est Nîmes, Béziers, tout ça. C'est vraiment des quartiers de merde. Mais et je sais que par exemple, moi dès que je peux, Truck Étape à vendre à côté de Béziers, c'est sécurisé, 24 heures sur 24, le resto il est top, les sanitaires ils sont toujours propres, etc. Tu sais que tu vas là, tu vas être sécurisé. Même en pleine nuit quand le resto est fermé, tu as des conteneurs sanitaires. Pour les femmes, tout à l'heure on parlait des femmes, j'ai roulé en double cet été avec ma femme, il y a les sanitaires dédiés que le gardien vient t'ouvrir en pleine nuit, donc c'est sécurisé et tu es obligé, entre guillemets, de faire ça. Si tu vas dans la nature, dans une aire de repos lambda, tu es sûr que tu seras pas aussi bien. Alors ça, là, justement, il était sur l'aire de repos de Bourgoin-Jallieu, c'est dans le Nord-Isère. C'est pas le même contexte. En fait, je sais pas, mais sur la 43, il y a l'aire de l'île d'Abo, pas très loin d'ici. On peut prendre la N4 à Saint-Dizier. Tout à l'heure, il y avait Eddy. Eddy connaît sûrement le problème. On peut prendre l'aire de Montélimar. Je veux dire, il y a des sites où malheureusement, ça arrive, c'est récurrent. Donc on peut se poser la question, pourquoi ça continue d'arriver ? Qu'est-ce qui est mis en place pour protéger ça ? De façon aléatoire, c'est difficile d'enrayer ça. Mais sur certaines aires, et sur la Nationale 4 à Saint-Dizier, tout le monde sait qu'il ne faut pas s'arrêter. Enfin bon, voilà. Rien n'est vraiment mis en place. Et tu te fais toujours ouvrir au même endroit, etc. Tu vas à Nîmes, tu es sûr que tu vas te faire gazer, tu vas te faire pomper. Et on le sait, les autorités le savent, tout le monde le sait. Et c'est là où on peut peut-être se poser des questions. Puisque quand tu es dans ces zones-là, pourquoi il n'y a pas plus de sécurité ? Et pourquoi on est même obligé d'aller dans des parkings gardés ? Puisque du coup, ça coûte de l'argent, ça a un coût. Tout ça, c'est vrai, on peut se poser ces questions-là en termes de sécurité. Malheureusement, quand tu es du métier, tu sais exactement où ça craint. Alors c'est vrai qu'il faut être de la région ou faire la ligne fréquemment, mais malheureusement le transport c'est pas toujours comme ça, puisque tu vas te retrouver au fil de ta journée à un endroit et si tu le sais pas, tu en fais les frais. Et ça c'est peut-être dommage. Mais ce serait quoi les solutions ? Alors tout à l'heure il parlait de Béziers là. Moi ce que je retiens à Béziers, je vais te dire Fabien, moi ce qui me plaît dans cette aire, c'est qu'il y a des panneaux solaires. Alors les panneaux solaires, tu vas me dire à quoi ça sert ? C'est surtout que le camion il est à l'ombre. Moi quand j'interviens, je fais de l'immersion en entreprise, je roule la nuit, je dors la journée. Dormir à l'ombre aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Il n'y a que très peu d'air avec de l'ombre. Là sur Lyon, puisqu'on est sur Lyon, il y a un seul parking où il y a de l'ombre toute la journée l'été. Donc le truck stop là à Béziers, des panneaux solaires qui couvrent le parking, les camions sont à l'ombre. Et même quand il pleut, c'est top parce que tu n'as pas le gling-gling sur le toit de ta cabine. Alors c'est des petits détails, vous allez dire, on s'attache à des petits détails, mais qui au quotidien ont une vraie importance. Mais selon vous, quelle solution est-ce qu'il faudrait apporter pour permettre de sécuriser déjà les aires d'autoroute, pour permettre aux conducteurs de mieux dormir ? De toute façon, c'est la partie vulnérable de la chaîne du commerce. De toute façon, les stocks sont plus dans les magasins, sont plus dans les entrepôts. Il y a une partie des stocks qui est sur la route. Une porte de camion, ça s'ouvre facilement. C'est des gens qui sont à la merci de tout le monde. Ils sont garés à la vue de tout le monde sur les parkings. Personne ne surveille. Les parkings sécurisés, c'est une partie de la résolution du problème. Le problème, c'est que ça a un coût. C'est infime. Et puis la proportion est infime aujourd'hui. Si tu regardes, termes de quantité ? Oui, voilà. Je ne sais pas combien il y a de places au Truck Center, mais ça doit être 200 ou 300 places. Et puis voilà. Mais combien passent de camions sur la 9 ? C'est des milliers toutes les nuits, tous les jours. Il faut avoir les heures pour y arriver. S'il te manque un quart d'heure pour y arriver, tu dois t'arrêter avant. Donc il y a aussi ça. Mais la conséquence, c'est qu'ils ne dorment pas sur leurs deux oreilles, ces conducteurs.
Ils dorment avec la peur. De toute façon, quand tu dors dans un camion, tu as toujours une certaine appréhension, quelle qu'elle soit. Alors évidemment, suivant ce que tu vas transporter, je veux dire, si tu as des grosses bobines d'acier qui sont visibles, machin, tu vas dormir plus sereinement que si tu as un chargement de hi-fi ou de télévision, etc. Mais en règle générale, l'insécurité, elle existe. Et le vrai problème, c'est qu'on n'a pas de réelle réponse. Alors certes, on va te contrôler, on va t'emmancher si tu as un quart d'heure de trop de conduite, mais par contre, les gendarmes ne sont pas en mesure, c'est pas qu'ils ne veulent pas, mais ils ne sont pas en mesure de contrôler toutes les aires de repos, de faire la chasse, etc. C'est compliqué, oui, ils sont mobiles en plus. Ces équipes spécialisées, parce qu'on parle réellement de gangs qui s'en prennent au camion, ils sont spécialisés, c'est leur job, c'est des pros. C'est des pros. Et en face, malheureusement, notre État ne met pas en place ou n'a pas les moyens de mettre en place. Des patrouilles, par exemple. Des patrouilles. Et puis, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque camion. Voilà. Mais déjà, le vol de gasoil, le carburant, tous les conducteurs se sont fait siphonner. C'est la première chose qu'on fait le matin quand on met le contact. On regarde l'état de la jauge, voir si elle est toujours en haut ou en bas, et on comprend. Et ça, sans s'en rendre compte forcément. Moi, j'ai un exemple concret. Le chauffeur dont je te parlais tout à l'heure, Xavier, une nuit, alors il pleuvait. Alors c'est vrai que quand il pleut, tu as des bruits extérieurs sur la cabine, etc. Il dormait sur ses deux oreilles dans le camion, et puis le matin, il manquait 500 litres. Mais quand on parle de 500 litres, il faut voir ce que ça fait. Et ça s'est fait en quelques minutes. Le gars, il se met à côté de toi, généralement, c'est des petits fourgons, etc. Ils ont des pompes électriques. Clac, ils te pètent le bouchon. D'ailleurs, on ne les ferme plus, parce que comme ça, au moins, ça évite déjà ça. On les laisse ouverts, les bouchons, comme ça, au moins, ils te piquent le gasoil, mais ils te pètent pas. Avec un panneau sur vous, quoi, presque. Voilà, et hop, ils te prennent 200, 300, 500 litres de gasoil, et tu t'en aperçois pas. Et le matin, le chauffeur se lève, il dit tiens, ça sent le gasoil. Et en effet, il y en a par terre, parce que et tu t'aperçois, tu allumes ton contact, tu as la gorge vide. Et ça, malheureusement, c'est du quotidien. Et même si tu veux essayer d'aller porter plainte, on ne te prend même plus ta plainte. Parce qu'il y en a tellement que le mec il dit t'es le 10e cette nuit, donc c'est bon, dégage. Et puis comment tu vas ne serait-ce que porter plainte avec ton camion? T'es à Strasbourg, comment tu vas au commissariat ou à la gendarmerie porter plainte avec ton semi-remorque? Donc déjà, de toute façon, ça n'aboutit pas. Même quand ils nous volent dans les entrepôts, puisque c'est quand même du quotidien. Moi tous les mois, on a des vols en entreprise, malgré qu'on ait des caméras, mais les gars sont... une nuit, moi, je me suis retrouvé avec un camion sur cale. On m'avait volé les roues, les batteries, les machins chez nous, sans casser. C'est culotté quand même. Sans casser le portail de notre entreprise. Alors aux caméras, tu les vois, ils sont cagoulés, ils sont machins, ils passent, pam, ils te sortent des roues de camion. Ils sont vaillants les gaziers quand même, parce qu'une roue de camion, c'est pas une roue de bagnole. Et sans péteuse, sans rien, tout à la main, ils sont très entraînés. À l'ancienne. À l'ancienne. Alors que tout à l'heure, il disait, Étienne, il y en a qui vont à la salle de sport, eux, c'est leur salle de sport. Et le matin, tu te retrouves avec un semi-remorque sur cale. On a l'impression que c'est devenu finalement une banalité, en quelque sorte. Et si tu vas à la gendarmerie, malheureusement. Et si tu vas à la gendarmerie, ils prennent pas ta plainte. Alors moi je voulais revenir sur la partie confort quand même, parce qu'il y a eu des grandes avancées qui ont été faites, énormes. Alors justement, on va monter à bord d'un vieux camion, un Volvo vintage de 1969, un N88, avec un passionné, il n'est pas tout jeune, avec un passionné qui s'appelle Norbert, qu'on a eu l'occasion de rencontrer chez lui, à Lessay précisément, je sais pas si vous êtes déjà allé. Dans le 50. Au niveau du freinage, ça réagit pas comme les camions de maintenant, donc faut anticiper, c'est plus brutal. C'est vrai que c'est des camions que maintenant, on dirait un chauffeur, il dirait que c'est fatigant à conduire. Je sais même pas si un chauffeur de maintenant partira avec. C'est bruyant? C'est bruyant aussi, oui. On démarre? Ah oui, je vais le démarrer. Il n'y a pas de ceinture? Non, pas de ceinture, non. Pas de ceinture. Donc voilà, c'est un peu bruyant, mais sans plus quand on est lent et qu'on roule à 80, on a plus le bruit du moteur. Oui. Ah oui, on peut rouler à 80? Ah oui, on peut rouler à 80, oui. On y va doucement quand même? Oui. Donc là, c'est quoi qui clignote? Eh ben, c'est parce qu'il n'est pas monté en air. Vous savez, les vieux camions, ils ont des fuites d'air, donc il faut un certain temps pour les remonter en air. On attend. Il faut attendre que ça clignote plus. Voilà, oui. Est-ce que ça parlerait, selon vous, à des chauffeurs, à des conducteurs d'aujourd'hui? Je pense que oui, les anciens chauffeurs, il y en a qui les ont conduits, qui s'en rappellent, oui. Et vous vous en rappelez de ces camions? Alors, pas aussi vieux. Alors moi, je crois qu'on a un point commun avec Fabien. Moi, j'ai passé ma jeunesse dans un GBH 280, un Cumberlier, donc un peu moins vieux, mais...
Moi, j'ai vu des anciens se précipiter parce que le moteur repartait à l'envers, tu te souviens, quand on les arrêtait. Bon, ça, c'est des technologies d'avant. C'est sûr, c'était rustique. Ça faisait le travail, mais pas dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Moi, effectivement, les élèves me demandent. On a encore des vieux camions à l'école et parfois on en voit. Moi, j'ai des collègues qui en ont. En lui-même, le camion, il est super, mais à utiliser au quotidien aujourd'hui, ça serait plus compliqué. La génération d'aujourd'hui a même du mal à croire qu'on ait pu rouler avec ça. Alors, sans aller jusqu'au N88, parce que là, on est vraiment vieux, mais bon, GBH, GLR, tout ça, c'est à peu près la même période. Mais même après, même après des F88 comment ça s'appelle, même après F12, etc. Enfin, il n'y avait pas quand même. Alors, le F12 était un des précurseurs, surtout en globe-trotter. Hein, c'était quelque chose qui avait révolutionné. Il y avait une cabine surélevée, etc. Enfin, moi, ça, c'était ma jeunesse. Et quand tu avais ça, enfin, tu as rêvé. Je veux dire, c'était le camion de tous les superlatifs. Mais quand tu vois même de ces camions-là, qui étaient pas mal, hein, parce qu'on faisait l'international avec ça, enfin, t'allais loin. Donc c'est il y a 30 ans à peu près. Ouais, 30 ans, et t'étais déjà bien. Même quand tu regardes aujourd'hui, les camions, le confort, les assistances, même peut-être un peu trop des fois, parce que j'ai souvent coutume de dire dans mes essais que les normes sécurité, machin chouette, le bip-bip va finir par tuer le bip-bip, parce qu'il y a trop de bip-bip. Mais ça, c'est un autre problème. Mais oui, les conditions de vie dans un camion d'aujourd'hui n'ont absolument rien à voir avec avant. Avant, il faut savoir qu'on n'avait pas le chauffage auxiliaire. Hein. Enfin, je veux dire, c'était une option et tous ne l'avaient pas. Couverture sur les genoux. Ouais, voilà. Ah oui, on roulait parce qu'il faisait froid. Ah oui, on faisait. En hiver. Il faisait froid. Moi, il m'est arrivé. Alors, pas moi, j'ai pas connu. Hein. Il m'est arrivé d'avoir de l'eau gelée, une bouteille d'eau gelée dans la cabine quand tu dors la nuit. La nuit, oui. Ouais, la nuit, parce que vraiment, tu n'avais pas le chauffage, ou en tout cas, c'était pas la clim. La clim, c'est pas si vieux que ça. Hein. Il y avait beaucoup de camions qui n'avaient pas la clim. Dans les années 90, tu n'avais pas la clim dans le camion. Donc aujourd'hui, maintenant, il y a vraiment un confort qui est optimal, on va dire, pour les conducteurs. La clim de nuit aussi, chez certains constructeurs qui la proposent. Les couchettes plus larges aussi. Quelles sont toutes les avancées ? Les couchettes, une anecdote. Elles sont pas toutes de bonne qualité. Ça reste un point sur lequel je sais pas si on en Il y a mieux à faire. Ouais. Je sais pas, mais quand on sait le prix d'un camion, je pense qu'on peut mettre un matelas digne de ce nom. Et là, il y a beaucoup de constructeurs qui pêchent. Il y en a qui proposent des qualités de sommier et de matelas avec des options. C'est quand même incroyable. C'est ça. Le problème, c'est pas elles existent. Les couchettes, les qualités de matelas, etc. Il suffit de cocher la bonne croix lors de la commande. Mais comme c'est un surcoût, puisque c'est une option, souvent le patron ne le coche pas. Et c'est franchement ça qui est inadmissible, comme le frigo par exemple. Aujourd'hui, c'est une option, c'est aberrant. La clim de nuit, aujourd'hui ça existe. On ne se pose pas la question de savoir si l'ABS il est en option ou il est de série. L'ABS il est de série. Pourtant à une époque il était en option. Mais je dirais que pour la qualité de vie des conducteurs et donner envie aux gens de faire ce métier, le frigo, la clim, le machin, ça devrait être une obligation. Et d'ailleurs, certains groupes qui pleurent aujourd'hui qu'ils n'ont pas de conducteurs, ou que c'est dur de trouver des conducteurs, c'est les mêmes qui ne mettent pas de frigo sur leur camion, quoi. Donc je veux dire, posez-vous les mecs la bonne question. Je veux dire, à un moment, les constructeurs proposent des choses, il faudrait que ça soit de série avec un certain confort, un minimum de confort, pour que la vie à bord soit beaucoup plus facile. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, il y a un constructeur qui avait... L'intention était bonne et louable. Il voulait faire découvrir le confort de ses camions la nuit. Donc, il avait organisé un événement, presse. Hein, et donc, tous les camions étaient alignés devant un beau château. Alors, ça, c'était très joli. Hein, non, mais la mise en valeur du camion... Je n'y suis pas allé, moi, parce que je connais ce que c'est de dormir dans un camion, donc j'ai pas eu besoin d'y aller. Donc, c'était formidable. Là, il y avait une belle mise en scène. Chacun avait sa cabine. Puis, tu avais la douche donc, aussi à côté. Tout le monde allait au château pour les toilettes et la douche. Et ensuite, tout le monde s'est couché dans la cabine du camion, au milieu du parc, sécurisé, et tout le monde s'est levé le matin émerveillé parce qu'il y a un bouton dans la couchette qui permet d'allumer la lumière et qui permet d'activer le chauffage sans bouger. Et c'est vrai que c'est très confortable. Le problème, c'est que l'environnement dans lequel étaient stationnés les camions, il était hors norme. Enfin, c'était pas du tout ça. Parce qu'aujourd'hui, moi, ça m'est arrivé encore il y a 15 jours, je peux vous donner l'adresse, boulevard des Alouettes à Thiers. Pour ceux qui connaissent, c'est dans la zone de la Seignée, en face de Rungis. Vous dormez dans des places en créneau le long du boulevard, avec parfois 2 roues sur le trottoir, le camion penché, dans un environnement bruyant, hostile. Même si la couchette, même s'il y a tous les petits boutons qui permettent de ne pas se lever pour activer tous les ustensiles, c'est insupportable. Qui, aujourd'hui, pourrait dormir dans une boîte en fer, vitrée, de surcroît, en plein soleil ? Moi, je parle toujours de la journée parce que je dors souvent la journée.
Donc le confort des camions, tant qu'ils roulent, c'est formidable. Aujourd'hui, il n'y a rien à dire sur les camions tant qu'ils roulent. C'est silencieux, c'est confortable. On règle la température au demi-degré près. On peut avoir 20 degrés vers les pieds, 21 en haut. Je veux dire, il ne manque rien. Tant qu'ils roulent, les camions sont formidables. Il y a un gros travail à faire d'isolation, je pense, d'espace quand le camion est à l'arrêt. Sur le même sujet, on me reproche souvent dans mes essais. Par exemple, je viens critiquer les rideaux. Alors on dit, les rideaux, le camion il roule. Oui, mais les rideaux, les gars, quand vous dormez en plein jour, si les rideaux ils sont transparents ou pas opaques, etc., ça sert à rien. Ben, ça sert à rien. Je veux dire, l'isolation, vous savez, on dit le double vitrage sur les... ouais, c'est une option. Alors c'est vrai, dans les pays du sud de l'Europe, on ne l'a pas. En Scandinavie, ils l'ont tous. Les différentes épaisseurs d'isolation. Chez Volvo, par exemple, tu peux cocher le pack hiver et ça va comprendre tout un tas d'isolations supplémentaires. Alors certes, qui rajoutent du poids au camion, hein, c'est un fait. Donc si tu veux de la charge, ben, le patron il ne va pas forcément cocher ça, mais notre réglementation, en règle générale, elle est mal faite. Enfin, en tout cas, elle n'est pas étudiée pour ceux qui roulent avec le véhicule. Ça, c'est un fait. Quand on parle de pénurie, il faut taper de partout. Voilà, il faut mettre en face les choses pour attirer, pas pour effrayer. Alors justement, pour attirer les femmes dans le métier qui sont largement minoritaires en tant que conductrices, est-ce que selon vous, déjà, est-ce qu'il y a une amélioration ? Est-ce que vous constatez qu'il y a plus de femmes par rapport aux dernières décennies ? Les chiffres sont là. Il y a une évolution, il y a plus de femmes. Il y a certaines, pareil, branches de métiers qui sont plus ou moins faciles. Mais, tu vois, pourquoi sur les camions, il n'y a pas des toilettes chimiques comme sur n'importe quel petit camping-car ou van que tu as aujourd'hui ? Parce que pour un homme, allez, je ne dirais pas que quand tu es au milieu de nulle part, tu veux faire ton petit pipi, c'est assez facile. Pour une femme, c'est beaucoup plus compliqué. Et alors moi, j'en parle avec beaucoup de connaissances, puisque j'ai ma compagne qui roule en camion, et je vois qu'on n'a pas les mêmes problématiques sur les mêmes lignes. Alors c'est des petits détails, mais ça a son importance. J'ai regardé les chiffres de la FNTR, donc c'est 5% les métiers de la route chez les filles, c'est ça. Alors moi, ça fait 25 ans que je suis dans l'éduc. J'ai jamais dépassé 4 filles sur des classes de 24. On n'a jamais dépassé ça. En 2004, au lycée à Saint-Chamond où j'exerce, j'avais 4 filles. Et depuis, j'ai eu que 2 classes avec 4 filles. Là, cette année, j'en ai qu'une, par exemple. Oui, mais c'est dans les chiffres, c'est en dessus même. 4 filles sur 24, et au-dessus des chiffres, c'était pas mal déjà. Alors, oui, parfois j'en ai 2. Alors, je dis une bêtise, j'en ai 2 cette année en seconde. On en avait qu'une l'année passée en terminale. Ouais. Alors, justement, il y a un programme que Volvo Trucks a développé. C'est un programme de formation au métier de conducteur qui est 100% féminin. C'est-à-dire que les femmes se forment avec d'autres femmes. Alors, on va écouter Maëlys qui a suivi justement ce programme et qui est maintenant conductrice. C'était un rêve de devenir conductrice parce que j'ai mon papa qui conduit les camions, les tracteurs, etc. Donc moi, je me suis dit un jour, moi aussi, je veux faire partie de ces personnes-là qui conduisent des gros engins, des gros camions, même si je suis une femme. Et justement, vu que je suis une femme, je veux montrer que nous aussi, on a notre place, tout autant qu'un homme dans ces métiers-là. Mes collègues en eux-mêmes dans mon entreprise, non, j'ai pas eu de problème quelconque. Par contre, par exemple des caristes chez qui on va livrer certaines marchandises, il y en a plus d'un qui m'ont dit mais attends, t'es une femme, t'as pas ton chez toi à t'occuper, enfin voilà quoi. Bon, Maëlys, elle a la petite vingtaine et elle se prend des remarques comme ça. Hein, après, c'est pas tout le temps le cas, mais ça arrive. Ça reste, c'est vrai, mais c'est pas lié au transport. C'est n'importe quel boulot qui est plus typé masculin, tu auras la même. Une demoiselle qui va conduire une pelleteuse sur un chantier, je pense qu'elle est aussi embêtée qu'une conductrice au volant d'un camion. Le problème, c'est que les filles, elles font souvent mieux que les garçons. C'est ça le problème, c'est que elles écoutent en tout cas. Elles sont souvent plus fiables, plus appliquées, et c'est dommage qu'on les valorise pas autant. Moi, j'ai vu des formations spécifiques femmes. Je ne sais pas si c'est bien, parce que moi, je vois dans les classes, elles expriment un peu leurs problèmes, notamment quand on part en conduite. Nous, on est obligé de tenir compte effectivement des toilettes, par exemple, pour aller aux toilettes. Donc les garçons se rendent compte que pour elles, c'est déjà moins simple.
Elles profitent aussi de l'expérience des garçons sur les parties techniques. Souvent, ils sont plus techniques, il ne faut pas le cacher. Les filles, elles ont souvent l'aspect technique qui est un peu moins développé, donc elles profitent aussi. Il y a un échange, quoi. Donc, je pense que c'est bien, moi, de former les gens, garçons et filles en même temps. De manière mixte. Voilà, de les faire cohabiter. Au moins, ils comprennent chacun un peu comment est ressenti ce métier, puis ce qui pose problème pour chacun d'entre eux. Moi, ce que je vois, c'est qu'avec mes élèves, les filles, d'abord, elles n'ont pas envie d'être mises en valeur, parce qu'elles trouvent que c'est un métier et que c'est juste normal ce qu'elles font. Elles ne trouvent pas ça héroïque ou elles n'ont pas envie qu'on les prenne pour des super-héros. Elles font ce métier parce qu'elles ont envie de le faire. Souvent, elles le font en deuxième temps, après une orientation décidée, voulue, contrainte par les parents, souvent, parce que le poids des traditions et justement les phénomènes sociaux qu'on rencontre fait que les filles, elles n'ont pas toujours été orientées comme elles le voulaient. Donc, quand elles viennent, elles ont souvent plus la niaque. Elles ont envie. Elles ont envie. Et elles trouvent leur place dans une classe, oui. par exemple. Ah oui, mixte. des filles dans une classe, ça stabilise la classe. Et surtout si elles se mettent à être meilleures que les garçons, et même, voilà, là, ça calme vite tout le monde. Et Étienne, il le dit sur la classe, mais on le voit en entreprise. En entreprise, elles mettent tout le monde d'accord. Moi, je vois Fernandez, je fais 3 tours par jour comme les copains. Et puis surtout, elle fait 2 litres de moins au 100 et elle fait 5000 km de mieux avec les pneus, quoi. Donc, je veux dire, et pourtant, à la fin du mois, ça fait le même chiffre. Je veux dire, donc, je pense que la différence aujourd'hui, c'est si tu lui dis quelque chose ou tu lui fais une remarque dans le sens de progresser. Elle la prend en considération, alors que souvent, un garçon, il dit non, mais c'est moi qui ai raison. Tu vois, enfin, je ne sais pas toi, Étienne, au point de vue des élèves, comment c'est, mais elle va accepter la remarque, ou en tout cas, pas la critique, mais en tout cas la critique constructive, beaucoup plus facilement qu'un garçon. Oui, elle demande plus. Pour clôturer cet épisode, parce qu'on va se retrouver dans un second pour parler de nouvelles technologies, notamment, j'avais envie de vous poser une question à tous les deux. Alors, on enlève la casquette de journaliste et je vous parle plutôt en tant que conducteur. Tous les deux, est-ce que vous avez une anecdote, un souvenir très marquant en tant que conducteur que vous voudriez nous partager ? Il y en a des centaines. Oui, il y en a. Faut choisir, Fabien. Alors, je commence ? Vas-y, Étienne. Donc, c'est déjà vieux, puisque ça doit remonter à 93, donc il y a plus de 30 ans. Je me souviens, c'était une nuit, un soir d'été. Donc, je descendais à Toulouse. Tu connais, à Fenouillet, puisque nous, en étant de la Loire, on travaille beaucoup pour le groupe Casino. Et à la CIMI, justement, il y a un conducteur qui m'appelle et qui me dit est-ce que tu as une barre de remorquage ? Parce qu'à l'époque, sur les Chéreaux, je ne sais pas si tu te souviens, sur le châssis des Chéreaux, on avait une barre de remorquage. Ça ne se fait plus aujourd'hui, mais il y avait une barre de remorquage. Alors moi, j'étais jeune, j'avais 21, 22 ans. Je lui dis oui. J'en ai une, mais je traverse pas l'autoroute parce que je descendais, moi, et eux étaient garés de l'autre côté. Alors je vais dire le nom, puisque la société n'existe plus, et puis ils se reconnaîtront peut-être. C'était la société Alain Coutu, c'était du 72. Oui, Coutu, tout à fait. Ils avaient des Volvo d'ailleurs. Et donc je m'arrête, donc il me dit, ils sont 2 km plus loin, c'était pareil, à côté de Vinassan, enfin pas loin de Béziers. Je me gare sur la bande d'arrêt d'urgence, et ils étaient 2, ils ont traversé l'autoroute, c'est pour ça que moi je voulais pas le faire. J'avais appris à l'école qu'il ne fallait pas le faire. Bon, c'était il y a 30 ans. Il était encore bon élève, il avait 21 ans, c'était fait. Toujours pas le faire. Il faut toujours pas le faire. Il faut toujours pas le faire. Maintenant, tu peux plus parce que t'es mort, de toute façon, si tu le fais. Et donc, ils ont traversé l'autoroute. Et alors, pourquoi je l'ai fait ? Parce que je travaillais pour une société qui avait un dépôt dans le 72, à Sablé-sur-Sarthe, et Alain Coutu était à côté. Donc, je savais qu'il m'avait dit à la CIMI, on te rendra ta barre, on la fera repasser à l'entreprise, ce qu'ils ont fait. Et voilà, donc je me suis arrêté, ils sont venus chercher leur barre de remorquage, ils se sont dépannés, je ne sais pas s'ils se sont dépannés ou pas, en tout cas, ça c'était de la solidarité. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui je ne le ferai plus. Voilà, ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui... Et pourquoi ? Déjà, tu n'aurais pas retrouvé ta barre aujourd'hui. Alors, déjà, il n'y a plus de barre de remorquage sur les Chéreaux, enfin, je balance la marque, mais la CIBI, moi, quand je roule aujourd'hui, comme tout le monde, on est au téléphone en conférence, je ne devrais pas le dire non plus, mais je veux dire, avec les kits main libre, c'est toléré, donc tout le monde fait ça. Et je ne l'aurais pas fait. Je pense que je ne l'aurais pas fait aujourd'hui. Parce que tout a changé, parce que notre société, elle s'est refermée, parce que l'entraide est ce que les anciens déplorent. Et c'est vrai, ils ont raison là-dessus. La solidarité, il y en a beaucoup moins. Je ne l'aurais pas fait. Voilà. La solidarité, elle existe toujours aujourd'hui, mais en effet, sur l'autoroute, peut-être pas, etc. Mais moi qui suis souvent dans les bois, dans les forêts, etc., elle existe encore toujours, et heureusement. C'est-à-dire qu'on est souvent planté, ça nous arrive assez fréquemment, mais tu sais qu'il y a un gars qui va passer, ou il n'y a pas si longtemps, tu vois, c'est une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques mois. J'étais planté au bord de la route, il me manquait 1 mètre à faire, bon, le camion patinait, c'était fini. J'ai
tranquillement défait ma chape de remorquage, mis ma grosse sangle spécifique, parce que dans les grumiers, on a des sangles spécifiques, etc. Et j'ai tout simplement attendu au bord de la route. Et moins de 10 minutes après, il y a un gars qui est arrivé, et sans même que je lui fasse signe, alors bon, certes, je le connaissais, mais Yacine, avec son petit 8-4 toupie, il m'a vu, hop, il s'est positionné naturellement, j'ai accroché ma truc, il m'a tiré sur 2 mètres, et puis c'est terminé. Donc ça existe, mais évidemment dans certaines conditions, dans certaines régions, dans certaines corporations, et il y a encore cette entraide, elle n'est absolument plus possible à grande échelle, comme le dit Étienne, et pour aller faire rêver et parler des anecdotes magiques dont je me souviens encore, même si c'est il y a 30 ans, j'étais en reportage à cette époque-là. Je faisais un Perpignan-Stockholm avec Transport Juliard en Volvo Globetrotter. C'était un Redline, tu te rappelles, Redline. Oui, Juliard, bien sûr. Et donc, on faisait la coupure tout en haut, là-haut en Suède, sous la neige, en plein hiver. Il faisait froid. Et Levé Basto avait un peu trop tapé sur la batterie. Et le matin, on se réveille, alors dans un paysage magique, hein, c'était blanc tout autour, un parcours désert. Et clac, 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 le camion ne démarre pas. Malgré que ce soit un Volvo. Mais ouais, c'était la batterie, ça n'avait rien à voir avec le Volvo. Quand tu t'embourres pas, tu démarres pas. Ouais. Et alors là, tu vois un gros 25 mètres 25, tu vois, et ça faisait vraiment surréaliste. Le gars, il voit qu'on est en galère, qu'on a le coffre à batterie ouvert et tout. Et de lui-même, le gars, il fait le tour avec son gros 25-25, il vient se mettre à côté, il nous met les câbles. Il parlait suédois, donc évidemment, difficile à comprendre. Voilà. Mais le gars, de lui-même, il est venu, clac, il nous a mis le truc, on a redémarré. Et là, j'ai dit, voilà pourquoi je fais ce métier, voilà pourquoi je suis là. Et ce truc-là, ben, ça reste un souvenir. Même 30 ans après, je m'en souviens comme si c'était hier. Donc vos anecdotes, finalement, elles se ressemblent, elles se recoupent. C'est l'entrée de la solidarité. Ben, c'est la même surtout période. La solidarité, oui, bah oui, parce que c'est ce qui s'est perdu dans ce métier. C'est ce qui faisait aussi un peu la beauté de ce métier. Magie. C'était t'étais jamais en galère. T'avais la galère, mais il y avait toujours quelque chose derrière. Voilà, souvenons-nous de l'émission de Max Meunier, Les routiers sont toujours sympas. C'était quand même le concept même de l'émission où tu venais passer un coup de main, tu te dépannais toujours. Combien de fois, moi je suis rentré, t'étais bloqué ou machin, tu sautais dans un camion qui te ramenait à Toulouse. Ça m'est arrivé de faire des Paris-Toulouse en passager avec un pote qui redescendait parce que toi tu avais besoin de redescendre pour X raisons. Ça aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus compliqué. Merci beaucoup à tous les deux, Étienne et Merci Fabien. beaucoup, on va vous retrouver prochainement dans un second épisode de Regard sur le transport pour aborder des nouvelles thématiques, l'innovation technologique dans le camion, la question de la sécurité, la réglementation du travail aussi et le camion de demain. Voilà, si tous les témoignages vous ont plu, qu'on a écouté dans cette émission, vous pouvez les retrouver dans notre podcast Un truck à vous dire sur toutes les plateformes d'écoute. Merci à tous les deux et à bientôt. Merci Marie. Merci Marie.